J'ai gagné à une loterie de 650 millions de dollars et je l'ai gardé secret. Je suis entré chez les membres de ma famille avec une histoire différente, que j'avais perdu mon emploi et que j'étais submergé par les factures. Je voulais voir qui me soutiendrait. Et qui se détournerait. Vendredi soir dernier, je me tenais dans ma petite cuisine avec le bourdonnement du réfrigérateur dans mes oreilles quand les numéros de mon billet de loterie se sont alignés un par un. Au moment où j'ai lu le dernier, mes genoux se sont dérobés. 650 millions de dollars après impôt. Je m'appelle Valérie Monroe et à ce moment-là j'aurais pu appeler n'importe qui, mes parents, mes frères et sœurs, même ma meilleure amie, mais je ne l'ai pas fait parce que je savais déjà ce qui se passerait si je le faisais. Vous voyez, dans ma famille, l'argent a le don de transformer l'amour en quelque chose qui tient les comptes. Alors j'ai fait un choix différent. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Olivia, la seule personne qui ne m'avait jamais laissé tomber. J'ai décidé de les tester. J'allais me présenter chez eux et leur dire que j'avais perdu mon emploi, que j'étais submergé par les factures et que tout ce dont j'avais besoin était un prêt de 8 000 $ pour m'en sortir. Et bien que je m'attendais à ce que certains se détournent, je n'avais jamais imaginé à quelle vitesse les personnes que je pensais connaître me montreraient exactement ma place ou qui seraient les deux personnes qui me prouveraient complètement le contraire. Ce vendredi matin-là avait commencé comme n'importe quel autre, sans rien qui ne laisse présager comment la nuit allait tout changer. L'odeur du café brûlé flottait depuis la kitchenette du bureau, se mêlant au léger parfum de toner d'imprimante qui semblait s'accrocher à chaque recoin de Luxrich Marketing. J'étais assise à mon bureau, tapant des chiffres dans un tableur, tandis que Marc, mon patron, se tenait à quelques mètres de là, parlant à un client au haut-parleur d'une brillante stratégie financière qu'il était censé avoir élaborée. Je reconnaissais chaque mot parce que j'avais écrit la proposition moi-même. Il ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Derek était à l'autre bout de la pièce, faisant défiler son téléphone, riant doucement de quelque chose sur l'écran, tandis que son travail restait intouché. C'était juste un autre vendredi à Austin. Ma paie avait déjà été engloutie par le loyer, l'épicerie et un paiement de voiture qui était à un mois d'être en retard à nouveau. Mon compte d'épargne ressemblait plus à une erreur d'arrondi qu'à un coussin de sécurité. J'ai pris une lente gorgée de mon café tiède et je me suis dit de tenir le coup jusqu'à la fin de la journée. À 16h30, j'avais terminé tout mon travail et la moitié de celui de Derek. Marc s'est arrêté à mon bureau en sortant, déposant un dossier en carton sans croiser mon regard. Il a dit qu'il en aurait besoin finalisé pour lundi et qu'il avait un dîner tôt. Je voulais lui dire où il pouvait mettre son dîner, mais j'ai souri à la place et j'ai dit, bien sûr. J'ai conduit dans les rues familières de South Austin, les fenêtres entr'ouvertes, laissant entrer l'air du début du printemps. Mes mains me démangeaient d'envie de quelque chose de normal, un petit rituel que je ne sautais jamais. Au coin près de South Lamar, l'enseigne néon du Gus' Quick Mart clignotait comme toujours, la moitié supérieure du vacillant. Gus Ramirez tenait ce magasin depuis avant que je puisse conduire. Je suis entré et la clochette au-dessus de la porte a tinté. Gus a levé les yeux de son rayon de chewing-gum et a souri. « Bonsoir Valérie, dit-il, ton habituel ? » « Tu me connais trop bien, ai-je répondu. J'achetais le même type de billets de loterie tous les vendredis depuis plus d'une décennie. La plupart des semaines, c'était juste une habitude inoffensive, quelques dollars pour un rêve que je ne m'attendais pas vraiment à voir se réaliser. Mais ce soir, c'était mon anniversaire, et j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai rempli le bulletin en utilisant les numéros des anniversaires des membres de ma famille, mon père Richard, ma mère Hélène, ma sœur Jenna, mon frère Dylan, même ma tante Sylvia. Alors que je tendais à Gus le bulletin et un billet de 10 $ froissés, j'ai pensé à chacun d'eux, papa et Patricia, sa deuxième femme. Vivant dans leur banlieue de Dallas avec le genre de formalité guindée qui faisait que les dîners de famille ressemblaient à des réunions de conseil d'administration, maman et Martin, à San Antonio. Toujours occupée avec sa boutique de fleurs et ses innombrables projets immobiliers, Jenna et son mari médecin Evan, à Houston, postant des photos de leur cuisine rénovée comme si c'était la chapelle Sixtine, Dylan, quelque part entre les emplois et les excuses. Que je n'avais pas vu sobre depuis des mois, tante Marjorie, avec ses sacs à main de luxe et son fils Ryan, tous deux avec un don pour vous rappeler à quel point ils réussissaient. Seule Sylvia, la sœur cadette de ma mère, avait toujours été constamment gentille. Elle vivait modestement dans un petit bungalow et enseignait à temps partiel au collège communautaire. Elle ne demandait jamais rien. Je suis rentré chez moi avec le billet glissé dans mon portefeuille, j'ai jeté mon sac à main sur le canapé et je me suis préparé un burrito micro-ondes. La télévision jouait doucement en arrière-plan,
un présentateur parlait d'un énorme gagnant de jackpot quelque part au Texas. J'ai à peine écouté jusqu'à ce que j'entende le nom du magasin, Gus's Quick Mart. Ma fourchette s'est immobilisée à mi-chemin de ma bouche. Le présentateur a lu les numéros gagnants et mon cœur a cogné contre mes côtes. J'ai fouillé dans mon portefeuille, j'ai sorti le billet et j'ai passé mon doigt le long de la rangée. Un par un, chaque numéro correspondait. Mon souffle s'est coupé. J'ai vérifié à nouveau, plus lentement cette fois, en prononçant chaque numéro à voix haute. Ça ne semblait pas réel. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser le billet sur le comptoir. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Olivia, ma meilleure amie depuis l'université, me demandant si je voulais la retrouver pour un verre. J'ai fixé l'écran, incapable de décider si je devais lui dire, ou même si je pouvais prononcer un mot. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher, comment réclamer les gains de loterie au Texas, comment rester anonyme, ce qui se passe quand votre famille le découvre. Les histoires étaient un mélange de contes de fées et de films d'horreur. Des gens qui avaient tout perdu à cause de mauvais investissements, des gens poursuivis en justice par leurs proches, des amitiés déchirées. À minuit, j'étais toujours assise à la table de la cuisine avec le billet devant moi, éclairé par la lumière de ma lampe de bureau. Mon appartement me semblait à la fois trop petit et trop exposé. J'ai imaginé mon téléphone s'illuminer d'appels venant de tous les coins de ma famille une fois la nouvelle tombée. J'ai imaginé Marc le découvrant et se souvenant soudainement de mon nom. Dehors, la rue était calme. Je me suis fait une promesse que je ne savais pas encore si je pourrais tenir, personne ne le saurait. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs, pas même Olivia. Pas avant que je ne trouve exactement quoi faire avec plus d'argent que je n'avais jamais rêvé possible. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai jeté un dernier coup d'œil au billet. Les chiffres me regardaient en retour comme un secret que je n'avais pas décidé d'aimer ou de craindre. J'ai éteint la lumière et j'ai laissé la cuisine plongée dans l'obscurité, mon esprit s'emballant avec ce que cela signifiait et ce que cela pourrait me coûter. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé mes stores bien plus tôt que je ne l'aurais voulu. Ma tête était lourde, pas exactement par manque de sommeil, mais par le poids de tout ce que j'avais appris au cours des 12 dernières heures. Je me suis assise, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom de Harold Jennings. Harold était un ami d'un ami, un avocat du centre-ville d'Austin qui se spécialisait dans certains des recoins plus inhabituels du droit texan. Je ne l'avais rencontré qu'une fois, lors d'un dîner, mais je me souvenais de la façon dont il parlait de la protection des actifs comme si c'était une forme d'art. Quand j'ai appelé, il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix calme et chaleureuse, comme n'importe quel autre samedi. À 10h30, j'étais assise en face de lui dans un bureau élégant sur Congress Avenue, le genre d'endroit où le tapis absorbait vos pas et les murs sentaient légèrement le cuir et le café. Harold a fermé la porte vitrée, a jeté un coup d'œil pour s'assurer qu'elle était bien fermée, puis s'est penché en avant. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé », a-t-il dit. J'ai glissé le billet plié sur son bureau. Il l'a déplié lentement, ses yeux parcourant les numéros, puis il a expiré entre ses dents. « Valérie, vous venez d'entrer dans une vie complètement différente. » J'ai hoché la tête. Je veux rester anonyme. Je ne veux pas que mon nom apparaisse ou que ce soit au Texas. Vous pouvez le faire, mais seulement si vous organisez les choses correctement, a-t-il expliqué. Nous formons une fiducie, puis une SARL, et la fiducie réclame le prix. De cette façon, votre nom n'apparaît sur aucun registre public. Après impôt, vous repartirez avec environ 650 millions de dollars. Investissagement, cela peut facilement dépasser 1 milliard en une décennie. Le chiffre ne s'est presque pas enregistré. Cela ressemblait à un film que je regardais sur quelqu'un d'autre. Mais quand il a glissé un bloc-notes jaune vers moi et a commencé à énumérer les étapes, ma concentration s'est aiguisée, rendez-vous bancaire, gestionnaire d'investissement, une boîte postale privée dans un autre quartier de la ville. Je lui ai dit que je ne voulais pas que ma famille le sache. Pas encore. Peut-être jamais. Il a penché la tête. Ce n'est pas inhabituel, mais vous devriez vous préparer à la maîtrise de soi que cela exigera. J'ai pensé aux années où je les avais aidés sans que personne ne m'aide en retour. Cette fois où Jenna avait appelé en pleurant à cause de ses dettes de carte de crédit et où je les avais discrètement remboursées, pour qu'elle publie une semaine plus tard une photo de son nouveau sac de créateur. Cette fois où le camion de Dylan était tombé en panne et où j'avais vidé mes économies pour le remettre sur la route, et il n'avait même pas envoyé de SMS de remerciement.
Les promesses de mon père d'aider avec mes frais de scolarité qui ne se sont jamais concrétisées. Le silence poli de ma mère lorsque j'avais demandé un prêt pendant mon licenciement dans la vingtaine. La décision s'est installée dans ma poitrine comme une pierre. Je voulais savoir, vraiment savoir, qui me soutiendrait si je n'avais rien à leur offrir. J'ai exposé mon plan à Harold. Je leur dirais que j'avais perdu mon emploi et que j'avais besoin d'emprunter $8 000 pour garder mon appartement. Juste assez pour être un effort mais pas impossible. Je les approcherai un par un, à quelques jours d'intervalle, et verrai qui répondrait à l'appel. Harold a réfléchi un instant, tapotant son stylo sur le bureau. Étalez-le sur 4 semaines. Les gens parlent, même dans les familles qui disent le contraire. Plus vous laissez de temps entre chaque approche, moins il est probable que la nouvelle se propage avant que vous ne soyez prête. Ça a du sens, ai-je dit. Il m'a adressé un petit sourire. N'oubliez pas, quoi qu'ils disent ou fassent, vous ne pouvez pas réagir sur le moment. Gardez un visage neutre. Laissez-les vous montrer qui ils sont. En sortant de son bureau, l'air était plus frais, le bruit du centre-ville d'Austin plus perçant que d'habitude. Je me suis arrêté à un chariot à café au coin de la rue, j'ai commandé un latte et je me suis assise sur un banc pour réfléchir. La ville bougeait autour de moi à son rythme habituel, des gens en tenue de sport faisant leur jogging, d'autres jonglant avec des gobelets en papier et des ordinateurs portables. Personne ne savait que la femme assise là, sirotant son café, pourrait, si elle le voulait, acheter tout le pâté de maison. De retour dans mon appartement, j'ai sorti un carnet et j'ai écrit une liste de noms, papa, maman, Jenna, Dylan, tante Marjorie, Ryan. J'ai laissé Sylvia pour la fin parce qu'au fond de moi, j'étais déjà sûr d'elle. J'ai aussi écrit le nom d'Olivia dans la marge, non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que je devais voir si même ma meilleure amie pouvait résister à la tentation. Le reste du week-end a été consacré à la préparation. J'ai vidé mon sac de travail, retirant tout ce qui me liait à mon emploi. J'ai imprimé une fausse lettre de licenciement en utilisant un ancien modèle d'entreprise trouvé en ligne, ajustant la date à la semaine dernière. Je me suis assuré que mon appartement semblait juste un peu plus serré financièrement, une facture en retard sur le comptoir, un réfrigérateur vide à l'exception du lait et du pain. Dimanche soir, j'ai appelé Harold pour confirmer que les documents de la fiducie seraient prêts dans 2 semaines. Il a dit qu'il s'occuperait du processus de réclamation entre-temps, en utilisant un coursier pour que je n'ai jamais à apparaître en personne. En raccrochant, j'ai ressenti un étrange mélange d'appréhension et d'anticipation. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, il s'agissait de la vérité, mise à nu et brute. Je me suis versé un autre verre d'eau et j'ai regardé à nouveau la liste. Le premier nom à tester serait celui de mon père. J'ai plié le papier, l'ai glissé à l'arrière de mon agenda et j'ai laissé l'appartement plongé dans le silence. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis s'est tu. Je me suis appuyé sur le canapé, laissant le bourdonnement du réfrigérateur remplir l'espace pendant que j'imaginais les conversations à venir, chacune un petit pas vers la découverte de ma place exacte dans la famille que je pensais connaître. La lumière du matin est arrivée en fine bande sur le sol de mon salon, atteignant le bord de la table basse où j'avais laissé mon agenda. Je l'ai attrapé presque sans y penser, feuilletant les pages soignées de mes notes de travail jusqu'à ce que mes doigts trouvent le papier plié glissé à l'intérieur. La liste que j'avais faite la nuit dernière était toujours là, chaque nom écrit de ma main soignée, chaque souvenir attaché comme un poids que je ne pouvais pas poser. Je l'ai porté à la table de la cuisine avec une tasse de café et j'ai commencé à la réécrire, cette fois en ajoutant des dates, des montants et de petits rappels sur ce qu'avait vraiment été chaque situation. Cela semblait presque clinique, mais cela aidait à voir les chiffres en noir et blanc. Papa, Richard Monroe, 61 ans, retraité tôt après une blessure au dos, mais trouvait toujours un moyen de s'acheter de nouveaux clubs de golf tous les 2 ans. Patricia, sa femme, 60 ans, polie en public mais rapide à me rappeler que sa famille était différente. Il y a 2 ans, j'ai viré $2 500 à papa quand leur climatisation est tombée en panne en juillet. Patricia m'avait une fois appelé en larmes à cause d'une facture de taxe foncière de $700 et je m'en étais occupé sans un mot. Maman, Hélène Carter, 59 ans, remariée à Martin, un homme qui avait perfectionné l'art de parler d'investissement qu'il ne faisait jamais réellement. J'avais appris à ne plus demander d'aide après qu'elle m'ait envoyé $200 quand ma vieille Corolla est tombée en panne à San Antonio, mais seulement après m'avoir fait promettre de réfléchir au choix qui m'y avait mené. Jenna, ma sœur cadette, 32 ans, l'image de la perfection des médias sociaux avec son mari médecin Evan. J'avais couvert $5 000 de ses dettes de carte de crédit,
1008 cents pour un week-end au spa, 1002 cents pour une facture d'impôt surprise. Le total était flou, quelque part au-delà de 20 000 $. Chaque promesse de remboursement s'est estompée après quelques SMS joyeux, puis le silence. Dylan, 35 ans, mon frère aîné, courant toujours après l'idée qu'il se faisait de lui-même en tant qu'artiste. 3 renflouements de loyers distincts, chacun plus important que le précédent. Le dernier était de 3 000 $, envoyé à la condition qu'il trouve un emploi. Une semaine plus tard, son Instagram le montrait à une fête sur un toit à Miami. Tante Marjorie, la sœur aînée de papa, assez riche pour faire des dons au musée et assister à des galas en cravate noire. Son fils Ryan, 28 ans, avait dirigé 3 startups technologiques en autant d'années, chacune perdant de l'argent à flot. Noël dernier, je lui avais envoyé 5 000 $ pour que ses employés puissent être payés. Je n'ai même pas reçu de carte de remerciement. Et puis Sylvia, la sœur de ma mère, 73 ans, qui m'envoyait encore des colis quand j'étais à l'université, même si elle vivait d'une pension d'enseignante. Elle ferait aussi partie du test, non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que je voulais voir sa réaction quand elle me croirait en difficulté. Tout en bas, presque comme une idée de dernière minute, j'ai écrit Carol Whitman, ma voisine de 70 ans. Elle vivait seule au bout du couloir, une veuve avec un appartement propre et une plante de Porsche à laquelle elle parlait plus qu'aux gens. Nous n'avions jamais partagé plus que de petites conversations, mais parfois les étrangers révèlent plus que la famille ne le fera jamais. Au moment où j'ai posé le stylo, mon café était froid. Le papier devant moi était plus qu'une simple liste, c'était une carte de l'endroit où mon temps, mon énergie et mon argent étaient passés au fil des ans. J'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de clarté, comme si je voyais enfin l'architecture de ma propre complaisance. Mon téléphone a vibré, brisant le silence. Le nom d'Olivia s'est illuminé sur l'écran. Elle avait cette étrange capacité à prendre des nouvelles lorsque mon esprit était déjà encombré. « Salut, tu as l'air bizarre », a-t-elle dit après que j'ai répondu. « Il se passe quelque chose ?» Juste le stress du travail, lui ai-je dit, le même mensonge que j'avais décidé la nuit dernière. Les rapports de fin de mois sont un cauchemar. Elle a proposé d'apporter le dîner, mais j'ai dit non. J'avais besoin d'espace, de calme, de distance pour rester concentré. Quand nous avons raccroché, je suis revenu à la liste et j'ai commencé une autre colonne. Celle-ci ne concernait pas ce que j'avais donné, mais ce que je dirais à chaque personne. Je prévoyais de leur dire que j'avais perdu mon emploi de manière inattendue et que j'avais besoin d'emprunter 8 000 $ pour couvrir les dépenses des prochains mois. Je ferai en sorte que cela semble urgent mais pas désespéré, crédible mais pas théâtral. Le plan était d'espacer chaque conversation de quelques jours, comme Harold l'avait conseillé. 4 semaines au total, assez de temps pour voir les schémas, pour éviter que la nouvelle ne se propage trop tôt. Je commencerai par maman. C'était elle qui aimait répéter que la famille prend soin les uns des autres. Je voulais voir si cela s'étendait au-delà de ses anecdotes préférées. J'ai passé le reste de la matinée à répéter comment je pourrais formuler cela. Devais-je l'appeler ou me présenter en personne ? Un appel téléphonique pourrait être trop facile à esquiver, mais une visite inopinée pourrait la mettre sur ses gardes. Finalement, j'ai opté pour un appel vidéo. De cette façon, je pourrais lire son visage, observer ses yeux et avoir toujours la sécurité de la distance. Avant de fermer mon carnet, j'ai ajouté une note dans la marge, enregistrer les observations après chaque appel. Je voulais me souvenir non seulement des mots, mais des pauses, des tons, des petits indices que les gens émettent lorsqu'ils décident de dire oui ou non. Le soleil avait changé de position au moment où je me suis éloigné de la table, projetant de longs rayons de lumière embillés sur le sol. J'ai rassemblé les papiers, les ai glissés dans mon agenda et les posés sur le comptoir où je pourrais le voir. Demain serait le début de quelque chose que je ne pourrais pas annuler une fois commencé. Le premier test, la première mesure de qui ils étaient vraiment quand je n'avais rien à leur donner sinon une chance de se manifester. J'ai rincé ma tasse de café, laissant l'eau couler jusqu'à ce qu'elle devienne tiède, puis je l'ai mise dans le support. L'appartement était calme, le genre de calme qui donnait l'impression de retenir sa respiration avant une longue nage. Dehors, j'entendais le faible bruit d'une voiture se garant sur le parking et le doux claquement d'une porte. Quelque part, une radio jouait une vieille chanson country. Je me suis rassis, j'ai fermé les yeux un instant et j'ai imaginé le visage de ma mère à l'écran, la conversation commençant déjà dans mon esprit. Demain, le vrai travail commencerait. Le trajet vers San Antonio était plus chaud que prévu pour début mars,
le genre de chaleur qui s'infiltre à travers le pare-brise même avec la climatisation en marche. J'ai gardé la radio à faible volume, plus pour la compagnie que pour la musique, et j'ai repassé les détails dans ma tête. J'avais répété les lignes tellement de fois qu'elles semblaient presque naturelles maintenant, j'ai perdu mon emploi, je suis à court d'argent pour payer quelques factures médicales, j'ai besoin d'aide pour passer les 2 prochains mois, $8 000. C'était juste assez pour le rendre réel mais pas assez pour donner l'impression que je demandais quelque chose qui changerait ma vie. La maison d'Hélène était une modeste maison de plein pied avec un large porche peint d'un jaune pâle qui correspondait aux fleurs épanouies dans les pots le long de la balustrade. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, souriant puis me tirant dans une brève étreinte. Pendant un instant, j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. Martin est apparu derrière elle dans son uniforme habituel de kaki repassé et d'une chemise boutonnée, ses lunettes de lecture posées bas sur son nez. Nous nous sommes installés dans le salon où un bouquet de lys était posé sur la table basse, leur parfum lourd dans l'air. Hélène a versé du thé glacé dans de grands verres et m'a posé des questions sur mon trajet. J'ai attendu que la petite conversation se calme avant de me pencher en avant sur ma chaise. « Maman, je dois te dire quelque chose », ai-je commencé, laissant ma voix se briser légèrement. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière. C'était soudain. L'entreprise a réduit ses effectifs et mon poste a été supprimé. J'essaie de m'organiser, mais pour l'instant, je suis en retard sur certaines factures médicales de l'année dernière. J'espérais que tu pourrais m'aider jusqu'à ce que je me remette sur pied. Son expression s'est immédiatement adoucie, l'inquiétude traversant son visage. Oh, ma chérie, c'est affreux. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai expliqué que je postulais déjà pour de nouveaux emplois, mais qu'il me fallait environ $8 000 pour couvrir toutes les dépenses pendant les prochains mois. J'ai senti Martin bouger sur sa chaise avant même qu'il ne parle. 8 000, c'est beaucoup d'argent, Valérie, a-t-il dit en croisant les bras. Peut-être pourrais-tu vendre ta voiture ou revenir vivre ici un moment, le temps que les choses se tassent. De cette façon, tu pourrais économiser sur le loyer et les charges. Hélène l'a regardé, puis m'a regardé. Nous venons d'ouvrir la boutique de fleurs, a-t-elle dit, son ton presque apologétique. Les premiers mois sont toujours difficiles, et Martin travaille toujours sur cette affaire immobilière. J'aimerais que nous puissions, mais nous n'avons pas ce genre d'argent pour le moment. J'ai hoché la tête lentement, laissant le silence s'installer. Je m'y attendais à moitié, mais la vitesse à laquelle ils sont passés de l'inquiétude aux excuses piquait toujours. C'était comme si l'idée d'un inconvénient l'emportait sur tout souvenir des fois où j'étais intervenu pour eux. J'apprécie que vous m'ayez écouté, ai-je dit doucement, finissant monter d'une lente gorgée. Martin s'est lancé dans une histoire sur un ami qui avait été licencié et avait reconstruit sa carrière à partir de zéro, détournant clairement la conversation de ma demande. Hélène a acquiescé, ses mains jointes serrées sur ses genoux. Quand je me suis levé pour partir, Hélène m'a de nouveau serré dans ses bras, mais c'était différent cette fois, plus léger, comme pour signaler que le sujet était clos. « Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose », a-t-elle dit, bien que nous sachions toutes les deux que cette « autre chose » n'incluait pas ce que je venais de demander. Dehors, le soleil de fin d'après-midi était plus perçant, me faisant plisser les yeux tandis que je marchais vers ma voiture. Je me suis assise un instant, le moteur éteint, gribouillant quelques notes dans mon agenda, inquiétude au début, rapidement passée à des excuses financières, propositions d'alternatives qui les avantageaient plus que moi, aucune offre d'aide réelle. Le trajet de retour à Austin m'a semblé plus long. J'ai repassé la conversation dans ma tête, chaque pause et chaque changement de ton. Il n'y avait aucune colère en moi, seulement une déception tranquille et constante. Je leur avais donné l'occasion de se manifester et ils ne l'avaient pas saisi. Au moment où j'ai atteint mon appartement, le ciel avait pris une teinte bleu poussiéreux. J'ai posé mon sac, me suis versé un verre d'eau et me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lampadaires s'allumer. Demain apporterait une autre visite, une autre conversation. Le schéma commençait à prendre forme. L'autoroute vers Dallas était bordée d'arbres dénudés et de panneaux d'affichage promettant des escapades de week-end, leurs couleurs vives estompées par un soleil d'hiver brumeux. J'ai gardé la climatisation à faible volume et mon esprit stable, me concentrant sur le script que j'avais déjà répété. Mon père avait toujours été un homme de peu de mots, et ses mots étaient rarement chaleureux. Patricia, en revanche, avait une façon de faire sonner les siens doux, même quand ils coupaient profondément. Leur maison était située dans un quartier résidentiel tranquille, le genre avec des allées identiques et des pelouses impeccables. Patricia a ouvert la porte avant que je ne puisse sonner,
son parfum m'a frappé en premier, floral avec quelque chose de plus piquant en dessous. Elle a souri, un regard attentif de haut en bas qui ressemblait plus à une évaluation qu'à une salutation, et s'est écartée pour me laisser entrer. Mon père était dans son fauteuil inclinable habituel, lunettes de lecture posées bas sur son nez, une chaîne d'informations en sourdine clignotant à la télévision. Il ne s'est pas levé quand je suis entré, a juste hoché la tête une fois et a fait un geste vers le canapé. Nous avons échangé des banalités sur le trajet, le temps et une fermeture de route locale. Patricia a disparu dans la cuisine et est revenue avec du café dans des tasses en porcelaine blanche. Au moment où j'ai posé la mienne, je me suis penché en avant. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière, ai-je dit, gardant un ton égal. C'était soudain et je suis un peu en retard sur certaines factures, y compris des dépenses médicales. J'espérais que vous pourriez m'aider, peut-être juste pour quelques mois, jusqu'à ce que je me remette sur pied. L'expression de mon père n'a pas beaucoup changé, mais sa mâchoire s'est crispée. Tu sais Valérie, c'est exactement pourquoi nous avons eu cette discussion il y a des années, dit-il d'une voix basse. Quand tu as refusé de contribuer au fonds familial, je t'ai dit qu'il y aurait un jour où tu en aurais besoin. J'ai soutenu son regard, résistant à l'envie de lui rappeler que le soi-disant fonds familial concernait plus les projets annexes de Patricia que toute urgence collective. Patricia, assise sur la coudoir du canapé, a laissé échapper un petit rire. Richard a raison, tu n'as jamais été doué avec l'argent. Peut-être que si tu vendais certains de tes bijoux, tu pourrais couvrir ces factures sans demander à personne. J'ai ravalé la chaleur qui montait dans ma poitrine. Je ne demande pas un cadeau. Je peux le rembourser dans quelques mois. Patricia a penché la tête, sa voix mélodieuse, ce n'est pas que nous ne voulions pas aider, ma chère. Nous économisons juste pour un voyage en Europe cet été. Tu comprends, n'est-ce pas? Mon père a fait un bref hochement de tête comme si l'affaire était réglée. J'ai fini mon café, chaque gorgée amère dans ma bouche. La conversation a dévié vers leur projet de voyage, les villes qu'ils voulaient visiter et les restaurants que Patricia avait déjà mis en favori. Ses yeux se sont illuminés en décrivant le shopping à Milan, puis, presque comme une idée de dernière minute, elle a tendu la main à côté du canapé et a soulevé un sac en papier glacé. « Regarde ce que j'ai trouvé hier », a-t-elle dit en sortant un sac à main de créateur, le logo étincelant à la lumière. C'est la nouvelle saison, je n'ai pas pu résister. Elle l'a posé sur la table basse entre nous, la légère odeur de cuir neuf se mêlant au café et à son parfum. Mon père a souri, passant la main sur le sac comme s'il s'agissait de quelque chose de rare et précieux. J'ai hoché la tête, marmonnant quelque chose de poli, mais mon esprit était déjà ailleurs. J'imaginais la liste dans mon agenda et les notes que j'ajouterais en rentrant chez moi, requête rejetée, référence à une vieille rancune, accusation sur les habitudes financières, étalage public de dépenses discrétionnaires immédiatement après le refus. Quand je me suis levé pour partir, mon père m'a accompagné à la porte mais ne m'a pas serré dans ses bras. Patricia m'a fait une autre bise aérienne, ses doigts manucurés légers sur mon bras. Conduis prudemment, a-t-elle dit, comme si ma demande de $8000 n'avait jamais existé. Dehors, l'air était plus frais qu'il ne l'avait été de toute la journée. J'ai marché lentement vers ma voiture, le bruit de mes talons sur l'allée résonnant fortement dans la rue silencieuse. Me glissant sur le siège du conducteur, je me suis assise un instant, regardant la lumière du soleil s'estomper derrière la rangée de maisons. Il n'y avait aucune colère en moi, seulement le genre de clarté qui vient quand quelqu'un vous montre exactement qui il est. Le moteur a démarré en ronronnant et j'ai repris la direction de l'autoroute, les kilomètres devant s'étiraient comme le reste de la semaine, plein de visages que je pensais connaître et de réponses que je pouvais déjà prédire. Houston m'a accueilli avec son mélange habituel d'humidité et de gratte-ciel, les tours de verre captant le soleil de fin de matinée tandis que je me frayais un chemin à travers la circulation vers le quartier de Jenna. Elle et Evan avaient acheté dans l'une de ces communautés fermées avec des allées sinueuses, des haies taillées et des fontaines à l'entrée, le genre d'endroit qui semblait appartenir à la couverture d'un magazine de maisons de luxe. Leur VUS blanc était garé dans l'allée, étincelant comme s'il venait d'arriver de chez le concessionnaire. La cour avant était parsemée d'un aménagement paysager frais, de nouveaux rosiers, un jeune magnolia, et une camionnette de livraison tournée au ralenti sur le trottoir. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la peinture fraîche et le produit pour meubles au citron. Jenna était en pantalon de yoga et un pull en cachemire, ses cheveux tirés en un de ces chignons parfaitement désordonnés dont je savais qu'il fallait au moins 20 minutes pour les coiffer. Val, a-t-elle dit, me tirant dans une brève étreinte avant de reculer. Tu as réussi. Désolé pour le désordre, la cuisine est en rénovation.
Je l'ai suivie et j'ai vu ce qu'elle voulait dire, la moitié des placards étaient partis, le comptoir était mis à nu et un nouvel îlot en marbre se trouvait au centre, couvert d'échantillons de carrelage et de catalogues de luminaires. Elle nous a versé de l'eau pétillante, son bracelet en or captant la lumière tandis qu'elle posait le verre devant moi. « Alors, comment va le travail ?» a-t-elle demandé en s'appuyant sur l'îlot. J'ai pris une lente inspiration. En fait, c'est un peu pour ça que je suis venu. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière. Il y a des problèmes médicaux que j'ai dû payer et je suis dans une situation difficile. J'espérais pouvoir emprunter environ 8 000 $, juste pour quelques mois. Son expression s'est adoucie au début, ses sourcils se sont froncés tandis qu'elle tendait la main vers son verre. Oval, c'est affreux, mais 8 000 $, c'est bien, c'est beaucoup à demander sans en parler d'abord à Evan. Tu sais comment il est avec les grosses dépenses. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Evan est apparu, vêtu d'une chemise de golf et d'un short kaki, tenant un café dans une main et son téléphone dans l'autre. « C'est quoi cette histoire d'argent ?» a-t-il demandé, sa voix neutre, de cette manière qui signifiait que ce n'en était pas une. Jenna l'a regardé, puis m'a regardé. Val a besoin d'un prêt à court terme, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Evan a posé son téléphone sur le comptoir et a pris une gorgée de café. 8 000 $, ce n'est pas exactement de la monnaie. Je veux dire, si tu as besoin d'argent rapidement, il y a d'autres moyens. Comme quoi, ai-je demandé, gardant mon ton égal. Il a haussé les épaules. Eh bien, tu as ce collier, n'est-ce pas? Celui que ta mère t'a donné? Tu pourrais probablement en tirer une somme décente si tu la portais au bon endroit. Jenna n'a rien dit, a juste tendu la main vers un échantillon de carrelage et l'a reposé. Je l'ai fixé un instant. Ce collier est la seule chose que j'ai d'elle. Le vendre n'est pas une option. Evan a hoché la tête lentement, comme s'il s'était attendu à cette réponse. Je dis juste que parfois il faut être pratique. Le silence qui a suivi était assez épais pour que le bruit d'une scie démarrant à l'extérieur semble trop fort. J'ai fini mon eau et je me suis levé, posant doucement le verre sur le comptoir. Merci pour le conseil, mais je pense que je vais me débrouiller seul. Jenna m'a accompagné à la porte, son sourire poli mais distant maintenant, comme si la conversation avait déplacé quelque chose qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Evan est resté dans la cuisine, faisant défiler son téléphone. Le soleil était plus chaud que prévu lorsque je suis sorti, l'air lourd de l'odeur d'herbe coupée d'un service de jardinage voisin. Je suis monté dans ma voiture et j'ai jeté un coup d'œil à la maison, apercevant Jenna dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, me regardant partir. Alors que je m'éloignais, j'ai pris une note mentale pour ma liste, inquiétude feinte, renvoi immédiat au conjoint, suggestion de vendre un héritage personnel, aucun engagement d'aide. Une autre case cochée, un autre schéma confirmé. La route hors du quartier serpentait le long d'autres maisons, toutes des variations de richesse exposées, chaque allée bordée de voitures qui étincelaient comme des pièces neuves. Au moment où j'ai atteint la route principale, la conversation s'était rangée dans la même catégorie que les autres, pas surprenante, mais toujours cinglante à sa manière. Le trafic s'est épaissi alors que je m'engageais sur l'autoroute, les gratte-ciel de Houston s'estompant dans le rétroviseur. J'ai gardé les yeux droits devant moi, pensant déjà à la prochaine visite et à ce que j'y entendrais. Les limites de la ville laissaient place à des tronçons de route qui me rapprocheraient de la prochaine réponse. Dylan a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix basse et ensommeillée, comme si je venais de le tirer du lit. Je lui ai raconté la même histoire que j'avais racontée aux autres, sur la perte de mon emploi et les factures médicales que je ne pouvais pas gérer. Mes mots étaient fermes, mesurés, comme si j'étais en équilibre sur une ligne entre le désespoir et la dignité. Il y a eu une pause de son côté, juste assez longue pour que j'entende le léger grincement d'une latte de plancher et le son étouffé d'une télévision en arrière-plan. « Ouais, c'est dur », a-t-il finalement dit avec une lente expiration. Les choses ont été serrées pour moi aussi, tu sais comment c'est. Mais je vais voir ce que je peux faire. Peut-être réorganiser certaines choses. Je t'appellerai. Je l'ai remercié, bien que le ton de sa voix me dise déjà ce qui allait arriver. Cette distance, cette imprécision, c'était le son de quelqu'un qui avait déjà décidé qu'il ne pouvait ou ne voulait pas aider. 2 jours se sont écoulés sans appel. Le 3e jour, je conduisais dans l'est de la ville après avoir fait des courses quand une éclaboussure de néon a attiré mon regard. C'était l'enseigne d'un bar où je n'étais pas allé depuis des années, un bar que Dylan fréquentait. La lueur des fenêtres se déversait sur le trottoir et,
à travers la vitre, j'ai aperçu Dylan. Il était appuyé contre le comptoir, une bière à la main, riant avec deux hommes que je ne reconnaissais pas. Un panier d'ailes de poulet était posé au milieu de leur table et sa carte de crédit était déjà dans la main du barman. J'ai ralenti, puis je me suis garé sans me laisser le temps de changer d'avis. Dès que je suis entré, l'odeur de friture, de bière et de fumée de cigarette m'a enveloppé. La musique battait faiblement des haut-parleurs et l'endroit était éclairé par un mélange d'ampoules suspendues tamisées et d'enseignes de bière clignotantes. Dylan m'a aperçu en pleine gorgée, son expression s'est durcie d'une manière qui confirmait qu'il ne s'attendait pas à me voir là. « Val, salut » a-t-il dit, s'éloignant de la table et forçant un petit sourire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Non » répondis-je, gardant les yeux sur lui. « Mais je suis passé par là et je t'ai vu. Puisque tu ne m'as jamais rappelé, je me suis dit que j'allais prendre de tes nouvelles. » Il s'est frotté la nuque, ses yeux se sont tournés vers le bar où sa note était toujours ouverte. « Ouais, à ce sujet. Les choses ont été compliquées. Assez compliquées pour que tu ne puisses pas décrocher le téléphone, mais pas assez compliquées pour offrir des tournées à tes amis. » Sa mâchoire s'est serrée, son sourire disparut. « C'est différent. C'est mon argent. » J'ai soutenu son regard. « Et l'argent que je t'ai donné au fil des ans? Le loyer quand tu étais fauché? Cette fois où j'ai payé la réparation de ta transmission? C'était aussi mon argent. » Il a laissé échapper un petit ricanement. « C'était à l'époque. Je ne t'ai pas demandé de le faire. Non, tu ne l'as pas fait. Mais je pensais que c'était ce que faisait la famille. » Il a regardé vers la porte comme s'il en avait déjà fini avec la conversation. « Écoute Val, je ne peux pas t'aider pour l'instant. C'est tout ce qu'il y a à dire. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. » Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a hoché la tête rapidement comme pour clore l'affaire et est retourné vers sa table. Les rires ont repris presque instantanément, le son roulant vers moi comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là un instant, le bar semblant soudain plus petit et plus claustrophobe. Une femme au bout du comptoir a levé les yeux de son verre pour jeter un coup d'œil entre nous, son expression indéchiffrable. Je me suis retourné et je suis sorti dans l'air plus frais, la nuit bourdonnant du bruit de la circulation sur l'autoroute voisine. Dans ma voiture, je me suis assise les mains sur le volant, regardant Dylan à travers le pare-brise tandis qu'il se penchait vers ses amis. Il avait l'air détendu, presque insouciant, le genre de confort qui vient de savoir que ce ne sera pas vous qui répondrez à un appel à l'aide en pleine nuit. Je suis parti lentement, les pneus ronronnant sur le pavé. Chaque kilomètre que je mettais entre nous desserrait le nœud dans ma poitrine, mais il ne disparaissait pas. J'ai repensé à la liste dans mon carnet, les lignes soignées de noms et les cases vides à côté. Je pouvais déjà voir comment le sien serait marqué. Au moment où j'ai atteint le bord du centre-ville, les rues étaient plus calmes, bordées de devantures sombres et du scintillement occasionnel d'une lumière de sécurité. Je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai aperçu mon propre reflet dans le rétroviseur, mon visage plus calme que ce que je ressentais. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, il s'agissait de clarté. Quand je suis arrivé à mon complexe d'appartements, je me suis garé et je me suis assise un instant avant d'entrer. Le couloir était calme, le bourdonnement du distributeur automatique le seul son. Dans ma cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai pris une lente gorgée, la fraîcheur me ramenant à la réalité. J'ai ouvert mon agenda, tourné à la page et j'ai écrit le nom de Dylan d'une écriture ferme et régulière. À côté, j'ai ajouté 2 mots, pas disposé. Fermant l'agenda, je l'ai laissé reposer sur le comptoir. Le réfrigérateur ronronnait, les tuyaux dans le mur gémissaient doucement et le poids de la journée s'est posé sur mes épaules. Demain apporterait un autre visage, une autre conversation, une autre vérité à ajouter à la liste. L'allée serpentait comme une route privée, bordée de haies taillées et éclairée par des lumières au sol douces qui donnaient à l'ensemble l'impression d'une annonce immobilière dans un magazine glacé. La maison de Marjorie s'élevait au bout, tout en pierre blanche et grandes fenêtres, le genre de propriété qui semblait conçue pour être admirée de loin. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le jasmin et quelque chose de riche cuisant au four, bien que je doutais qu'elle ait touché un saladier depuis des années. Le salon était plein de gens vêtus de vêtements qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Marjorie m'a aperçu de l'autre bout de la pièce et s'est avancée, ses bracelets en or tintant doucement à chaque pas. Elle m'a embrassé la joue sans vraiment me toucher, son sourire poli mais froid. « Valérie, tu as réussi. Je ne pensais presque pas que tu viendrais. » Je lui ai dit que j'avais hâte,
bien que nous sachions toutes les deux que ce n'était pas vrai. Elle m'a conduite vers un coin salon où un homme en costume bleu marine sur mesure faisait la cour à un groupe d'invités rieurs. Ryan était assis à côté de lui, vêtu d'une chemise blanche impeccable et le genre de sourire qui venait de savoir que tout le monde ici respectait son nom de famille plus que tout ce qu'il avait réellement accompli. Nous avons échangé des banalités, siroté du champagne et écouté Marjorie raconter l'histoire de ses débuts de carrière. Elle le faisait passer pour s'être hissée à force de travail à partir de rien, bien que je me souvienne de l'argent de la famille qui avait toujours été là. À un moment donné, elle a posé légèrement une main sur mon épaule et a dit devant le groupe, « Tu sais Valérie, tout le monde traverse des moments difficiles, il faut juste apprendre à s'en sortir sans attendre que quelqu'un arrange les choses pour toi. » Son ton était assez doux pour passer pour de l'encouragement, mais j'en ai ressenti le picotement en dessous. J'ai souri et je n'ai rien dit, laissant le moment passer. Après le dîner, Ryan m'a rattrapé près de la cuisine. Il s'est appuyé contre le comptoir, parlant à voix basse. « J'ai entendu parler de ce que tu traverses. Je peux t'aider. » J'ai attendu, sentant l'hameçon avant qu'il ne le lance. « Je te donnerai les 8 000 $ dont tu as besoin, » a-t-il dit. « Mais en échange, je veux un contrat, 10% de tous les bénéfices que tu tireras de ton prochain projet, quel qu'il soit. » Je l'ai fixé, essayant de décider s'il était sérieux. « Mon prochain projet ?» Il a hoché la tête, l'air satisfait de lui-même. « Tu es intelligente, tu retomberas sur tes pattes. Pense-y comme un investissement dans ton avenir. » J'ai laissé échapper un petit rire, plus par incrédulité que par humour. « Donc je te donne 10% de quelque chose que je n'ai même pas encore construit, juste pour que je puisse traverser un mois difficile ? » Exactement. C'est gagnant-gagnant. J'ai secoué la tête. Non, Ryan, ce n'est pas de l'aide. C'est une affaire pour toi, pas pour moi. Sa mâchoire s'est serrée et il s'est éloigné du comptoir. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Il a quitté la pièce sans un mot de plus, son parfum planant dans l'air derrière lui. Je suis resté encore 20 minutes, échangeant des banalités jusqu'à ce que cela semble suffisamment poli pour partir. En traversant les portes, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage était calme, mais mes mains sur le volant étaient raides, mes phalanges pâles. 2 jours plus tard, je préparais du café quand mon téléphone a vibré. Une notification du groupe Facebook familial est apparue. Marjorie avait posté une photo d'elle sur sa terrasse, un verre de vin à la main. La légende disait, certaines personnes pensent qu'agir désespérément leur donnera ce qu'elles veulent. La vie ne fonctionne pas comme ça. Vous gagnez ce que vous avez. Les commentaires étaient pleins d'émojis, oui, et d'affirmations de la part de proches qui n'avaient aucune idée à quoi elles faisaient référence, bien que je n'ai pas eu besoin de deviner. J'ai fait défiler une fois, j'ai posé le téléphone et j'ai laissé le café finir de couler. J'ai versé une tasse et je l'ai apporté à la table, ouvrant à nouveau mon agenda. Sous son nom, j'ai écrit les mêmes mots que pour Dylan, pas disposé. L'encre s'est légèrement diffusée dans les fibres du papier, les lettres semblant plus foncées que les autres. L'appartement était calme, à l'exception du goutte-à-goutte régulier de la cafetière qui refroidissait. Dehors, une légère brise agitait les branches du chêne près de ma fenêtre. Je les ai regardés se balancer un instant, laissant l'irritation se transformer en quelque chose de plus stable. Cela devenait un schéma que je pouvais lire sans effort, et il restait encore d'autres noms à parcourir. Sylvia a appelé en milieu de matinée, sa voix chaleureuse m'éportant cette urgence tranquille et familière. Elle a dit qu'elle avait pensé à moi et se demandait si je pouvais la rencontrer pour déjeuner. Pas de préambule, pas d'explication, juste le genre d'invitation qu'elle donnait quand elle avait déjà pris sa décision sur quelque chose. J'ai accepté et à midi, je me garais devant un petit restaurant niché entre une quincaillerie et une laverie automatique dans le sud de la ville. À l'intérieur, l'air était épais de l'odeur de café et d'oignons grillés. Sylvia était déjà assise dans un coin, un verre de thé glacé transpirant sur la table devant elle. Ses cheveux argentés étaient soigneusement tirés en arrière et elle m'a adressé le même sourire qu'elle me donnait depuis mes 8 ans, lorsque je venais chez elle pour des biscuits après l'école. Nous avons commencé par des banalités. Elle m'a parlé d'un nouvel étudiant dans sa classe d'anglais au collège communautaire, un jeune homme qui écrivait de la poésie sur les chiens errants. Je lui ai parlé du temps à Austin, du trafic sur l'I-35, du prix de l'essence. C'était facile, comme toujours avec elle. Elle ne posait jamais de questions d'une manière qui vous faisait vous sentir acculé. Après un moment, elle a posé son verre,
a joint ses mains et s'est penché en avant. J'ai entendu dire que tu avais perdu ton emploi, Val. C'est vrai? J'ai hoché la tête, répétant la même histoire soigneusement répétée que je racontais à tout le monde depuis quelques semaines. Elle a écouté tranquillement, sans m'interrompre, son sourcil se plissant juste assez pour me faire savoir qu'elle était attentive. Quand j'ai eu fini, elle a fouillé dans son sac et a sorti une simple enveloppe blanche, la glissant sur la table. Je l'ai fixée, ma main planant au-dessus du rabat. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une pile soignée de billets, 4000 $ en billets de 20 et de 100, pliés si précisément qu'on aurait dit qu'elle les avait comptés 2 fois. Sylvia, je ne peux pas, si, tu peux, et tu le feras, a-t-elle insisté. J'ai économisé un peu ici et là pendant des années. Ce n'est pas une fortune, mais cela pourrait t'aider à traverser cette période difficile. Et si ça ne suffit pas, tu viens rester avec moi. Pas de loyer, pas de contraintes. Son ton était doux mais ferme, le genre qui ne laissait aucune place à la discussion. Je savais que ce n'était pas une femme aisée. Elle travaillait à temps partiel, vivait modestement et portait le fardeau silencieux de la gestion de son diabète sans se plaindre. Ce n'était pas de l'argent en plus, c'était de la sécurité, du réconfort, et elle me le tendait sans hésitation. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci, vraiment. Je ne sais pas comment exprimer ce que cela signifie. Tu n'as pas besoin. Promets-moi juste que tu prendras soin de toi. Nous nous sommes attardés après que les assiettes aient été débarrassées, revenant à des sujets plus légers, mais l'enveloppe était posée entre nous comme une vérité tacite. Au moment où nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir sur le parking, je pouvais sentir son poids dans mon sac, plus lourd que le papier et l'encre n'auraient eu le droit de l'être. Quand je suis rentré, l'appartement était calme à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'avais à peine posé mes clés sur le comptoir qu'on a frappé à la porte. Madame Carole se tenait là, tenant un panier en osier enveloppé de cellophane, son sourire hésitant. J'ai appris par Linda, la voisine, que les choses ont été difficiles pour vous ces derniers temps. J'ai pensé que cela pourrait peut-être aider. Elle me l'a tendu avant que je ne puisse protester. À l'intérieur se trouvait un pain à la banane, un pot de confiture de fraises maison et, glissé sous le ruban, une enveloppe. Carole, je ne peux pas accepter. Si, vous pouvez, a-t-elle interrompu doucement. C'est juste un petit quelque chose pour vous aider à traverser ça. Après son départ, j'ai posé le panier sur le comptoir et j'ai ouvert l'enveloppe, un chèque de 5 cents. Son écriture dans la ligne du mémo disait, juste au cas où. Je suis resté là à le fixer, la lumière de fin d'après-midi traversant la cuisine en biais. 2 femmes, l'une de ma famille, l'autre une voisine, avaient puisé dans leur propre poche sans que je le demande. Sans condition, sans commentaire détourné sur la vente de ma voiture ou le déménagement chez quelqu'un. Juste de l'aide librement donnée. J'ai sorti mon agenda et j'ai écrit le nom de Sylvia, le soulignant 2 fois. À côté, j'ai écrit « Disposé ». En dessous, j'ai ajouté le nom de Carole, l'encerclant soigneusement. Le reste de la liste attendait toujours, mais pour la première fois depuis le début de ce test, j'ai senti quelque chose de solide sous mes pieds. Le schéma que j'avais si clairement perçu était maintenant divisé en 2, et je savais, même avant les dernières conversations, de quel côté de cette ligne ces noms tomberaient. Cela a commencé par un message vague sur le groupe Facebook familial, quelque chose sur la façon dont les gens devraient faire attention à ne pas jouer les victimes pour obtenir des aides. Pas de nom, juste une graine soigneusement plantée. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé avec des captures d'écran de personnes à qui je parlais à peine, me demandant si j'avais vu ce qui se disait. À l'heure du déjeuner, les chuchotements s'étaient transformés en conversation complète. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a tagué sous une publication sur l'autonomie. Quelqu'un d'autre a partagé un article sur la budgétisation avec un commentaire qui me semblait directement destiné. C'était assez subtil pour que des étrangers puissent le manquer, mais tout le monde dans le cercle familial savait exactement de qui il parlait. Puis le message de Jenna est arrivé. Il n'était pas du tout subtil. Elle m'a accusé de faire passer la famille pour mauvaise, a dit que j'avais raconté des histoires larmoyantes à tous ceux qui voulaient bien écouter, et qu'Evan était furieux que les gens puissent penser qu'il n'avait pas aidé. Ces mots étaient vifs et rapides, comme si elle les avait tapés sans reprendre son souffle. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre par une seule ligne, notée. J'ai posé le téléphone face contre terre et je suis retourné à mon ordinateur portable de travail.
Ce silence de ma part sembla allumer quelque chose, car en moins d'une heure, elle envoya 3 messages de plus, chacun plus court, plus sec et plus en colère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. En milieu de semaine, l'effet d'entraînement a commencé à se faire sentir de manière inattendue. Le nom de Dylan est apparu dans une alerte d'actualité sur mon téléphone, il était poursuivi en justice par un ancien propriétaire pour loyers impayés et dommages matériels. L'histoire n'était pas assez importante pour faire les gros titres en dehors du comté, mais assez pour circuler dans le même groupe Facebook qui m'avait disséqué quelques jours plus tôt. Soudain, les commentaires portaient sur la façon dont certaines personnes n'apprennent jamais et que vivre au-dessus de ses moyens finit toujours par vous rattraper. Personne n'a tagué Dylan directement, mais il n'avait pas besoin de le faire. 2 jours plus tard, j'ai appris par un contact mutuel que Jenna avait perdu un client majeur de son cabinet de design. Le client avait annulé un contrat lucratif citant une communication non professionnelle après qu'une chaîne de courriel ait été divulguée. Je ne savais pas si c'était lié à la façon dont elle gérait sa vie personnelle, mais je savais à quel point cet accord avait compté pour elle. Et Marjorie, la reine des discours sur l'autodéveloppement, avait apparemment investi une somme importante dans un placement immobilier à l'étranger qui était maintenant bloqué dans une enquête pour fraude. Ce n'était pas encore public, mais le fait que Ryan s'en était vanté lors d'un barbecue signifiait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les gens ne commencent à poser des questions. Je n'ai pas jubilé, je n'en avais pas besoin. Le karma semblait suivre son propre rythme et j'étais trop occupé à gérer mon quotidien pour m'attarder sur le leur. Au bureau, les choses n'étaient pas plus calmes. Marc m'a appelé dans son bureau et a posé une pile de dossiers sur mon bureau, un nouveau client avait signé, un client réputé pour être exigeant et obsédé par les détails, et Marc a dit qu'il voulait que je prenne la tête. Le sourire qu'il m'a adressé était mince, le genre qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un compliment. Derek, en revanche, semblait ravi de cette évolution. Je l'ai surpris plus tard dans la salle de pause, appuyé contre le comptoir avec un café à la main, disant à un autre collègue que j'étais parfaitement adapté au projet parce que je gérais le stress mieux que quiconque. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'il avait été désigné comme mon soutien sur le compte et cherchait déjà des moyens de disparaître quand le vrai travail commencerait. La première semaine sur le projet, je me suis retrouvé à mon bureau bien après que la plupart des employés soient rentrés chez eux, le seul son étant le faible bourdonnement du CVC et le claquement occasionnel des portes d'ascenseur s'ouvrant et se fermant dans le couloir. Mon téléphone vibrait avec une autre notification du groupe familial, mais je ne les ouvrais pas. Un soir, alors que je ramassais mes affaires, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre assombrie. J'avais l'air fatigué, mais pas vaincu. Le bruit des opinions de ma famille et les petites piques en ligne me semblaient plus éloignés qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Les bavardages continueraient, ils le faisaient toujours, mais j'avais du travail à finir, à la fois celui pour lequel Marc me payait et celui que personne d'autre ne savait que je faisais. Et chaque jour qui passait me rapprochait du point où ni leur approbation ni leur critique n'auraient plus aucune importance. J'ai choisi un dimanche pour la réunion, le genre de journée où les gens étaient plus susceptibles de se présenter par habitude que par un intérêt sincère. Les invitations étaient courtes et simples, envoyées individuellement pour que personne ne puisse comparer les notes, juste un petit dîner à Austin, une occasion de se retrouver. J'ai gardé un ton léger, sans laisser entendre que quelque chose de plus était prévu. Au moment où le jour est arrivé, mon appartement semblait différent, dépouillé de tout ce qui pourrait inviter au jugement. J'ai déplacé les meubles pour faire de l'espace, j'ai poli la table jusqu'à ce qu'elle brille, et j'ai préparé un buffet généreux mais pas extravagant. Je ne voulais pas que quiconque entre en pensant qu'il avait la preuve que j'étais plus à l'aise que je ne l'avais laissé entendre. Sylvia fut la première à arriver, pile à l'heure, portant une tarte faite maison. Elle l'a posée sur le comptoir et m'a serré dans ses bras comme si elle le pensait, le genre de câlin qui n'avait pas besoin de mots. Elle m'a dit que j'avais l'air plus reposé que depuis des semaines, et je l'ai laissé croire que c'était vrai. Jenna et Evan sont arrivés ensuite, dans un VUS rutilant. Le sourire de Jenna était contraint, ses yeux scrutant la pièce comme si elle cherchait quelque chose à critiquer. Evan gardait les mains dans ses poches, son hochement de tête machinal, déjà à moitié détaché de la soirée. Mon père est entré avec Patricia, qui portait un foulard en soie d'un vert émeraude profond qui annonçait pratiquement son prix. Le salut de papa était sec, comme si nous étions des connaissances d'affaires. Patricia m'a jeté un rapide coup d'œil et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Hélène et Martin sont arrivés avec une bouteille de vin, Hélène bavardant sur l'activité du magasin, Martin affichant le regard suffisant d'un homme qui pense que toute conversation devrait tourner autour de ses investissements. Dylan est arrivé en dernier, avec 15 minutes de retard,
sentant légèrement le whisky et agissant comme si sa présence était une faveur. Nous nous sommes mis à des banalités, les conversations se sont fragmentées, le cliquetis des verres comblant les lacunes. J'ai laissé cela durer jusqu'à ce que les assiettes soient pleines et les premiers verres de vin à moitié vides. Puis je me suis levé au bout de la table, mes mains posées légèrement sur le dossier d'une chaise. J'ai commencé par leur dire que j'avais accepté un nouveau rôle dans une organisation à but non lucratif que j'avais fondée, axée sur l'éducation financière et l'aide d'urgence aux femmes qui reprennent leur vie en main. J'ai parlé simplement, sans fioriture, du désir de construire quelque chose qui pourrait me survivre. Puis j'ai laissé mes yeux balayer la table et, un par un, j'ai revisité les moments au fil des ans où j'étais intervenu pour eux, couvrant le loyer de Dylan quand il avait perdu son emploi, payant la compte de Jenna et Evan, remboursant la dette que la mère de Patricia ne pouvait gérer, finançant l'expansion de la boutique de fleurs d'Hélène, virant de l'argent à Martin pour une affaire immobilière. Il y en avait d'autres, plus petits mais non moins révélateurs, et je les ai nommés aussi. Puis je suis passé au mois dernier, comment je les avais approchés chacun avec une simple demande de prêt à court terme, présentée comme un pont pour traverser une période difficile, comment j'avais attendu leurs réponses, comment ces réponses avaient sonné. Ma voix est restée égale, mes mots délibérés. Patricia fut la première à réagir, son ton vif lorsqu'elle a dit que je n'avais pas le droit de prendre les gens au dépourvu à table. Jenna a ajouté, m'accusant de transformer des conversations privées en une sorte de spectacle. Dylan s'est appuyé en arrière, souriant d'un air suffisant et marmonnant que j'avais toujours été doué pour jouer la martyre. Le visage de mon père était indéchiffrable, bien que ses yeux se soient plissés. Hélène a regardé Martin comme pour chercher une direction, et Martin a simplement haussé les épaules comme si rien de tout cela ne le concernait. Sylvia, assise à côté de moi, a tendu la main et a tenu la mienne, sa prise ferme. Elle n'a pas parlé, mais elle n'en avait pas besoin. Les voix se sont élevées, se superposant, certaines défensives, certaines en colère, certaines juste silencieuses d'une manière qui en disait plus que les mots. J'ai attendu, laissant le bruit s'éteindre de lui-même. Puis je leur ai dit que je n'étais pas là pour demander quoi que ce soit. Je n'étais pas en colère. Je ne tenais pas les comptes. Je voulais simplement savoir où nous en étions tous. Le silence qui a suivi était épais, comme si l'air lui-même avait un poids. J'ai regardé de visage en visage et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'aller plus loin. Les réponses avaient été données bien avant ce soir. Le pouce de Sylvia a effleuré ma main, une petite encre dans l'immobilité. Quelque part dans la cuisine, le réfrigérateur a cliqué, brisant le moment. J'ai lâché sa main et j'ai repris mon siège. Le grincement des pieds de chaise était fort dans le silence. Le dîner a continué, mais le goût de la nourriture n'avait plus d'importance. Le vrai repas avait déjà été servi, et tout le monde à cette table le savait. La lumière du matin glisse sur le sol de ma cuisine et se pose sur le bord d'un pot en terre cuite où le basilic fait de son mieux pour devenir une petite forêt. La maison est silencieuse d'une manière qui semble choisie plutôt qu'accidentelle. 1 an a passé depuis ce dîner où j'ai tout mis sur la table et servi des vérités au lieu du dessert. Je me réveille maintenant aux oiseaux et au bruit lointain d'un bus sur South Lamar, et parfois au faible rire de ma tante Sylvia flottant sur les 3 pâtés de maison entre nos domiciles, lorsqu'elle parle avec une voisine sur son porche. Son logement est un bungalow de plein pied avec de larges portes et une douche à l'italienne avec des barres d'appui robustes. Nous avons choisi les rampes ensemble, nous nous sommes disputés avec affection sur les couleurs de peinture et avons insisté pour un porche suffisamment profond pour 2 fauteuils à basculer une petite table pour le thé glacé. La première semaine où elle a emménagé, elle a appelé pour me dire que le lever du soleil depuis sa fenêtre de cuisine rendait même le porridge savoureux comme une célébration. Elle a l'air plus forte, sa glycémie est plus stable. L'inquiétude est tombée de ses épaules lorsqu'une allocation mensuelle a commencé à arriver comme une horloge et que les livraisons médicales ont cessé d'être un problème de calcul. De mon côté de la rue, la maison est modeste selon les normes texanes, lumineuse et confortable, avec un bureau près d'une fenêtre d'où je peux observer les nuages d'orage s'amonceler sur le Hill Country. La cuisine sent le café la plupart des matins et le salon contient des étagères de romans de poche que je m'étais promise de lire quand la vie ralentirait. La vie n'a pas ralenti, mais elle a changé de forme. L'organisation à but non lucratif est réelle maintenant, pas seulement une idée gribouillée dans un carnet. Nous l'avons nommé « Projet Porche ouvert » parce que nous voulions le genre d'aide qui donnait l'impression de s'asseoir avec un voisin, et non de remplir des formulaires dans un bureau froid. Olivia gère la sensibilisation avec une sorte de joie-terre à accent grave-terre qui pousse les gens à s'ouvrir. Elle forme des bénévoles,
les met en contact avec des personnes âgées qui ont besoin de transport ou d'appels téléphoniques, ou d'une paire de mains fortes pour monter les courses d'un étage. Elle ne pose jamais de questions sur l'histoire d'origine qui maintient les lumières allumées, elle construit simplement. Nous avons aidé 250 personnes âgées dans la région d'Austin cette année. Parfois, c'est une petite subvention pour éviter que les services publics ne soient coupés. Parfois, c'est une rampe construite un week-end par une équipe d'adolescents qui apprennent à mesurer un coin et à parler à quelqu'un qui pourrait être leur grand-mère. Parfois, c'est juste la compagnie d'un bénévole assis à une table de cuisine, écoutant une histoire qui, autrement, résonnerait dans une pièce vide. Le travail est propre, il ressemble à un grand livre qui s'équilibre dans un langage plus profond que les chiffres. Harold me contacte une fois par mois avec des mises à jour que je n'ai pas toujours besoin d'entendre, mais que j'apprécie quand même. La fiducie est saine, les comptes d'investissement font ce qu'ils doivent faire. Il y a des garanties et des sauvegardes pour les garanties. Il aime me rappeler que la meilleure partie de la vraie sécurité est d'oublier que vous l'avez. Il a raison. Il y a des jours où je vais du lever au coucher du soleil sans penser à la taille des comptes cachés derrière des couches de papier. L'argent est un outil qui répond oui silencieusement et rapidement, mais ce n'est plus une conversation. Ma famille gravite autour des bords de mon calendrier comme des planètes que je n'essaie plus de tirer dans une orbite parfaite. Mon père a subi une intervention cardiaque mineure au printemps. Le solde de l'hôpital que l'assurance ne couvrait pas a disparu après une contribution anonyme d'un fonds d'aide aux patients avec un nom qui ressemblait à n'importe quel autre. Il a appelé après pour me dire qu'il se sentait chanceux. Je lui ai dit que j'étais contente qu'il aille bien. C'était suffisant. Jenna a récupéré une partie de ce qu'elle avait perdu lorsque le client est parti. Il y a eu un mois où tout a vacillé, une demande d'un programme d'aide aux petites entreprises a atterri sur le bon bureau et une subvention est arrivée qui a couvert sa masse salariale pendant un trimestre lent. Elle a posté une photo de son équipe tenant des gobelets en papier de champagne bon marché et a écrit que la communauté compte. J'ai tapé un cœur et j'ai continué à faire défiler. Ryan a intégré un programme ambulatoire cet été. Il a maintenant 28 jours et un parrain qui lui envoie des messages au lever du soleil. Le programme a reçu un don en mémoire de personne et en l'honneur de rien, et une ligne de crédit à la pharmacie signifie que ses médicaments l'attendent avant que son nom n'apparaisse à l'écran. Dylan se déplace toujours entre les plans comme un homme marchant le long d'une ligne de marée, toujours sûr que la prochaine vague le portera. Il a trouvé un accord sur l'affaire d'expulsion et a trouvé une chambre de l'autre côté de la ville avec un loyer qui correspond à une fiche de paie qu'il se présente réellement pour gagner, un fonds d'aide au loyer a émis un chèque. Il n'a jamais su pourquoi le gestionnaire immobilier a cessé de cercler les dates sur un calendrier et a commencé à dire « ça me va ». Hélène envoie des photos de bouquets du magasin, tournesol en fin d'été, verdure d'hiver en décembre, une petite note sur la stabilité des affaires. Martin est toujours à la chasse aux affaires immobilières. Patricia a posté une photo d'un café à Florence et a tagué 3 musées en 2 jours. Mon père envoie un message le premier dimanche de chaque mois qui se lit toujours de la même manière, « J'espère que tu vas bien, à bientôt ». Parfois, ils se réunissent tous sans moi, anniversaire, barbecue, remise de diplôme pour l'enfant d'un cousin. Les photos défilent dans un flux que je ne coupe pas mais que je n'étudie pas. Quand nous parlons, nos mots sont prudents, météo, circulation, recettes. Je n'essaie pas de réécrire ce qui est vrai. Je garde la porte ouverte à la gentillesse et les fenêtres fermées au courant d'air. Ce que j'appelais l'amour, les jeudis, Sylvia et moi dînons ensemble. Parfois je cuisine, parfois c'est elle. Plus souvent, nous nous retrouvons à mi-chemin et marchons jusqu'au stand de tacos qui connaît notre commande. Elle me raconte des histoires de ses classes, des étudiants qui travaillent la nuit et arrivent les yeux mi-clos, une grand-mère apprenant à écrire sur l'endroit qu'elle a laissé derrière elle. Nourrions de petites choses. Elle me serre la main en me quittant et dit la même phrase à chaque fois, « Tu as bien fait, ma petite ». Marc dirige toujours Luxrich avec une mâchoire serrée et un calendrier plein de réunions. Derek est parti inopinément après qu'un client se soit plaint que des courriels étaient restés sans réponse pendant une semaine. J'ai retiré mon nom d'un badge d'entreprise et je n'ai pas regardé en arrière. Il y a une boîte dans mon placard avec quelques vieux carnets et une tasse avec une fissure fine là où mon pouce se posait. Je pensais que ça me manquerait. Ça ne me manque pas. Il y a des matins où je pense à la nuit dans mon vieil appartement, quand le réfrigérateur ronronnait dans l'obscurité et qu'un petit morceau de papier brillait comme un défi. Je pensais que l'argent pourrait répondre à la question de savoir qui j'étais. Il ne l'a pas fait, il a juste illuminé la pièce pour que je puisse voir qui était déjà assis avec moi et qui était parti bien avant que je ne le remarque.
J'ai gardé le secret. C'est la partie avec laquelle les gens argumenteraient s'ils savaient. Dis-leur, dirait-il, fais-leur voir ce qu'ils ont perdu. Mais le silence n'est pas une absence, c'est une frontière. Il permet aux personnes qui se sont présentées d'être vues. Il permet à la générosité de rester pure. Il m'empêche de mesurer l'amour en paiement et en reçu. Une fois par mois, nous organisons un dîner communautaire sur la pelouse derrière le bureau du projet Porche Ouvert. Les bénévoles installent de longues tables sous des guirlandes lumineuses et tout le monde apporte quelque chose de petit. Une femme en veste en jean joue de la guitare, un vétéran raconte l'histoire d'un chien qu'il a rencontré un mardi, qu'il a suivi chez lui et est resté. Olivia parcourt la rangée de tables à la fois comme une générale et une grand-mère, s'assurant que les assiettes sont pleines et que les inconnus deviennent des voisins à la fin de la nuit. Je cherche le signe de Sylvia de l'autre côté de la pelouse, et elle le fait toujours, un petit arc dans l'air qui ressemble à une bénédiction. S'il y a une leçon dans cette année, elle est plus tranquille que je ne l'attendais. L'amour n'est pas une dette, l'aide n'est pas un levier. Les personnes qui méritent les parties les plus douces de vous sont celles qui offrent des mains fermes lorsque vous n'avez rien à échanger d'autre que votre propre voix fatiguée. L'argent n'a pas changé qui était qui, il a juste levé les ombres des coins et m'a permis de décider où construire. Je ferme à clé après le dernier dîner de l'été et je rentre chez moi sous un ciel qui contient plus d'étoiles que la ville ne le permet habituellement. La lumière de mon Porsche projette un petit cercle d'or sur les marches. À l'intérieur, la maison craque comme les vieilles maisons le font lorsqu'elles se refroidissent après une chaude journée. Je pose mes clés dans le bol près de la porte et je reste un instant dans le silence. La vie que j'ai maintenant n'est ni plus petite ni plus grande que celle que j'avais avant, elle est simplement la mienne. Elle me va.